Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du cycle Conversation de recherche de l'AFD qui est consacré aujourd'hui aux institutions d'éducation islamique au Sahel. Pour nous parler de ce sujet aujourd'hui, on accueille le docteur Hamidou Dia, socio-anthropologue, enseignant-chercheur au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université de Paris-Cité et à l'IRD. Je suis Linda Zanfini, je suis chargée de recherche à l'AFD et c'est moi qui vais avoir le plaisir de converser avec le docteur Hamidou Dia aujourd'hui. Et avec moi, il y aura mon collègue Jean-David Naudet, en coulisses, qui est conseiller auprès du directeur exécutif de la recherche et de la stratégie de l'AFD et qui a également suivi ce projet de recherche. Donc, le docteur Hamidou Dia va présenter les résultats des travaux de recherche qu'il a coordonnés, qui ont été financés par l'AFD, qui portent sur l'éducation arabo-islamique dans 6 pays du Sahel, donc le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Ces travaux ont été conduits par et avec des équipes de recherche basées dans ces 6 pays, des équipes de recherche multidisciplinaires que je tiens tout particulièrement à remercier aujourd'hui pour ce travail très important effectué parfois dans des conditions assez difficiles au cours des dernières années. J'espère que certains et certaines d'entre elles et d'entre eux pourront nous rejoindre aujourd'hui. Et puis, je tiens aussi à remercier l'IRD qui a apporté un appui précieux à ce projet sur le terrain. Voilà. Avant de passer la parole à Hamidou, un mot rapide sur ce projet de recherche donc, qui est né de la volonté de mieux comprendre l'éducation arabo-islamique, qui est un phénomène très ancré en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel, qui est à la fois un phénomène ancien et en très forte expansion au cours des années récentes, donc comme d'ailleurs le montre cette étude. Et la connaissance de ce phénomène nous semblait importante pour comprendre les dynamiques régionales au cœur desquelles il y a des enjeux culturels, des enjeux démographiques et en fin de compte des enjeux en matière d'éducation. Donc l'objectif du projet était d'éclairer le débat public et la prise de décision, qu'il s'agisse des décideurs des États sahéliens ou de leurs partenaires au développement. Et si je ne me trompe, la présentation du docteur Hamidou Dia va justement approfondir ces questions de la prise en compte de l'éducation arabo-islamique dans la prise de décision, dans les politiques publiques et notamment dans les politiques éducatives. Et c'est aussi une thématique qui va être traitée dans l'un des 2 papiers de recherche qui seront publiés à l'automne dans les collections de l'AFD. Et d'ailleurs, pour mémoire, ce projet, ces travaux de recherche ont déjà donné lieu à la rédaction de 6 rapports de recherche, un pour chaque pays, et d'un rapport de synthèse et d'un premier papier de recherche qui est d'ores et déjà disponible dans les collections de l'AFD. Donc la présentation d'Hamidou va durer environ 45 minutes, après quoi nous échangerons pendant une quinzaine de minutes. Et au terme de ce premier échange, on va ouvrir la session de questions-réponses avec le public. Donc, je vais vous donner quelques consignes pratiques à ce titre. Vous avez 2 onglets à droite de l'écran, un onglet chat et puis un onglet questions. Les questions, il faudrait les poser impérativement dans l'onglet questions pour qu'on puisse les voir et donc les répercuter à l'oral. Par ailleurs, une fois n'est pas coutume, je pense qu'il y aura des chercheurs de l'équipe, des 6 équipes pays qui vont nous rejoindre. Si c'est le cas, j'aurais vraiment chaudement les inviter à formuler des commentaires, à proposer aussi des éléments de réponse aux questions dans le fil, dans le chat, hein, s'ils le souhaitent, s'ils considèrent que c'est opportun. Et on va relayer aussi ces commentaires et ces éléments de réponse. Et je les en remercie beaucoup par avance. Voilà, et maintenant, je vais passer la parole à Hamidou. Merci. Linda, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de retrouver un public très divers d'ailleurs
pour des conversations autour des résultats d'un projet de recherche que nous avons mené ces 2 dernières années autour de l'éducation arabo-islamique dans 6 pays, Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Je tenais à remercier vivement l'Agence française de développement pour cet accompagnement, notamment dans le premier temps Royane Daigle-Pierre et puis Linda Zanfini, un compagnonnage riche, proactif et roboratif. Et nous en sommes très, très, très heureux. Je tenais à remercier aussi très chaleureusement toutes les équipes, vraiment pays. Nous avons été engagés dans une belle aventure, en plus dans des contextes très difficiles sur le plan sécuritaire et sanitaire même. Mais le challenge a été relevé et les équipes continuent de travailler d'arrache-pied, notamment sur les autres livrables qui sont en train d'être conçus. En tout cas, merci encore une fois de m'offrir à travers moi toute l'équipe qui a participé à ce projet l'occasion de partager donc quelques-uns des résultats du projet. Alors, j'aimerais commencer par quelques éléments contextuels pour situer un peu la genèse du projet, parce que je revendique une affiliation dans des études sociales sur les questions éducatives et pour engager un dialogue à minima avec les recherches sur l'islam qui parfois se font de façon très parallèle, mais qui pourraient dialoguer de façon très, très féconde, notamment pour l'intelligence d'un certain nombre de faits éducatifs qui ont cours actuellement dans les pays sahéliens. Alors, le premier élément que je convoquerai, c'est celui d'une progression assez fulgurante des taux de scolarisation sur le continent. On sait que l'Afrique était un des continents les moins scolarisés, mais c'est une tendance qui est en train de s'inverser. En tout cas, il y a des dynamiques qui sont enclenchées depuis une vingtaine d'années et qui voient les chiffres de scolarisation à la fois au niveau primaire, moyen et secondaire grimper. Les progrès notés ne peuvent pas voiler aussi des défis qui sont à relever. Par exemple, on sait qu'un nombre important d'enfants, d'adolescents et de jeunes sont encore considérés comme étant hors l'école. Ce qu'il faudrait souligner, c'est que une grande partie de ces enfants qui sont considérés comme étant hors l'école se trouvent dans d'autres types d'institutions qui revendiquent l'action d'éduquer. Nous avions mené une étude au Sénégal en 2014-2015 et qui montrait qu'un tiers des 47% d'enfants considérés comme étant hors l'école dans ce pays, par exemple, se trouvent dans des établissements dédiés à l'éducation arabo-islamique. C'est dire donc qu'une offre existe qui est insuffisamment prise en compte, parfois méconnue et invisibilisée. Et c'était un des challenges du projet et du AI, c'est justement d'apporter une contribution à la connaissance de cette offre, de ce qu'elle signifie et implique pour les États et les sociétés au Sahel. Alors, le projet a pu effectivement voir le jour
à partir d'un constat qui avait été fait lors d'un colloque organisé à Bordeaux en 2015, dont certains acteurs d'ailleurs je vois, sont connectés, comme mon collègue Marc Pilon du CEPED, et à l'issue duquel le constat avait été fait de l'insuffisance des recherches sur la question de l'éducation arabo-islamique. Alors, nous, on s'est dit, à partir de notre modeste expérience des études sur les questions éducatives, on pourrait peut-être aller à la rencontre de cet autre sous-champ d'études dédié aux religieux, notamment religieux confessionnels et ici musulmans, et que peut-être que ça permettrait, comme je le disais à l'entame de cette présentation, de donner une nouvelle intelligence de ce phénomène, donc qui est très important dans les espaces considérés. Alors, on s'est dit donc que si cette offre existe, il faudrait d'abord la comprendre et la questionner. Alors, ce qui veut dire qu'il faut essayer à minima d'avoir une idée sur les statistiques, les effectifs concernés en termes d'apprenants, et puis voir quels sont les modèles éducatifs qui sont offerts à ces apprenants, et bien entendu interroger aussi les transformations qui sont observées de façon empirique. Ensuite, il s'est agi pour nous d'identifier la demande et les publics éducatifs. Est-ce que cette offre ou cette question de l'EDUAI correspond à une demande? Et si oui, et quels sont ces publics qui revendiquent cette EDUAI? Et puis, bien sûr, on est dans des États laïques qui sont des États éducateurs, quasi monopole de l'éducation. On se demandait justement quelles étaient les politiques publiques qui étaient mises en œuvre vis-à-vis de cette EDUAI. Est-ce qu'il en existe? Et si oui, quels sont les contenus de ces politiques et quelles sont leurs finalités? Enfin, nous avons voulu voir s'il était possible justement d'avoir un peu une idée de ce que serait le financement de l'EDUAI et si justement cette éducation arabo-islamique avait des effets sur les systèmes d'éducation et de recherche et vice-versa. Alors, le projet a porté sur 6 pays, comme je le disais au départ, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Et bien entendu, on n'a pas couvert tous les pays dans leur intégralité. On a visé certaines régions en fonction d'un certain nombre de critères et certainement on en a laissé qui mériterait d'être investigué, mais des consignes sur les aspects sécuritaires avaient été émises par à la fois des États et puis par les institutions de recherche que nous avons été obligés de respecter. Mais il n'en demeure pas moins que la connaissance qu'avaient nos partenaires des terrains qu'ils étudiaient a permis de combler ce manque. Alors, quelles sont les activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet? Alors, nous avons organisé un atelier de lancement les 11 et 12 septembre 2019 à Dakar. Les équipes ont réalisé des inventaires de la littérature et recherche sur le sujet à l'échelle des pays, un inventaire des structures et institutions dédiées à ou travaillant sur la question, et puis un recensement des sources de données quantitatives, et puis un recueil d'articles de presse qui avaient partie liée à le sujet.
Nous avons réalisé des enquêtes qualitatives de terrain en 2 phases, en 2019 et 2020, auprès de publics très variés, les familles, les parents, les apprenants et anciens apprenants, les enseignants et acteurs religieux, les institutions publiques internationales et internationales, les ONG, les établissements d'enseignement à travers les responsables, les chercheurs spécialistes de la question. Et nous avons, à mi-parcours, organisé un atelier intermédiaire virtuel les 8 et 9 juillet 2020 en visio, donc il était virtuel, comme un peu notre webinaire de cet après-midi. Puis, nous avons organisé des ateliers de restitution à la fin des enquêtes de terrain dans tous les pays, entre novembre et décembre 2020, à N'Djamena, à Dakar, à Nouakchott, à Niamey, à Ouagadougou et à Bamako, avec bien sûr des acteurs clés de cette question de l'éducation arabo-islamique. Alors, nous avons rédigé des rapports intermédiaires pays qui n'ont pas été diffusés, mais ça, c'est à l'échelle interne, et organisé une conférence finale à Dakar les 19 et 20 mai. Et nous avons rédigé et publié des rapports finaux pays. Linda Zanfini en a parlé tout à l'heure, et le processus de valorisation continue sous forme de papier de recherche et d'articles et un ouvrage collectif est en cours de fabrication. Il paraîtra en 2023. Alors, je voudrais vous parler un peu parce que je vous avais dit au début que nous voulions comprendre cette offre. Alors, donc dans cette partie, je vous parlerai assez rapidement du paysage de l'éducation arabo-islamique. Donc, schématiquement, on peut dire qu'on a 2 grands modèles. Alors, ce qu'on appelle souvent dans ces pays les écoles ou foyers coraniques, c'est l'institution la plus ancienne, où il est question principalement d'apprentissage et de mémorisation du Coran, avec bien sûr on travaille à la fois sur le corps et l'esprit, une initiation à l'environnement social et parfois une intégration dans des réseaux économiques et sociaux. Alors, le deuxième grand modèle renvoie à la Médersa, où là aussi il y a un focus bien sûr sur la connaissance du Coran, qui est le livre sacré des musulmans, et puis, bien sûr, d'autres disciplines des sciences dites islamiques, notamment sur la jurisprudence, l'exégèse des textes, ce qu'on appelle la science de l'unicité de Dieu, ou les récits de la vie du prophète et ses compagnons, mais aussi des matières séculières sont proposées aux apprenants, comme les mathématiques, la géographie, l'histoire. Alors, on a donc schématiquement ces 2 grands modèles, mais avec beaucoup de variantes. Ces variantes qui ont des qualificatifs très divers à travers les pays, des variantes rénovées, par exemple au Mali, ou modernisées, on voit de modernisation au Sénégal ou parfois au Niger, franco-arabe. Mais voilà, quand on utilise ces vocables-là, ces qualificatifs, c'est souvent quand justement des matières séculières sont introduites et quand justement il y a un travail sur l'aspect infrastructurel, la formation, les conditions d'hygiène parfois et les pratiques enseignantes. On pourra y revenir bien entendu dans les débats. Mais ce qui nous a surtout frappé pour cette recherche, c'est que c'est le constat du développement d'une offre de DUAI dans le supérieur, avec de nouvelles générations d'universités islamiques ou franco-arabes. Elles revendiquent en tout cas
le statut d'université. Je sais que ça fait débat. Par exemple, on peut trouver dans certains écrits d'historiens ou d'arabophones des appellations universités qui sont accolées à des structures d'éducation anciennes. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que on a l'impression que c'est revendication du label université, mais suivant le standard qui se diffusait dans ces pays et qui est hérité un peu des anciennes puissances coloniales. Donc, alors, au regard de cette offre, on peut essayer de proposer, on a essayé de proposer une catégorisation dynamique à 3 entrées. Donc, on aurait ce qu'on appelle l'EDI public formel, donc avec les écoles franco-arabes publiques, ou en tout cas qui sont en voie d'être modernisées. Et puis, l'éducation arabo-islamique privée formelle, donc qui souvent bénéficie de la reconnaissance des pouvoirs publics, et qui a des programmes permettant de concourir à des examens nationaux à l'échelle des pays. Après, on a bien sûr l'éducation privée non formelle, composée la plupart du temps d'écoles arabes non reconnues, même si elles fonctionnent, ou d'écoles coraniques aussi qui ne bénéficient pas de la reconnaissance de la part des pouvoirs publics dans ces pays. Toujours est-il que le phénomène, s'il est prégnant dans les pays, il est difficilement quantifiable. Mais on peut quand même remarquer que c'est une donnée importante dans les pays étudiés. Alors, j'aimerais bien maintenant parler de la demande d'EDUAI. Alors, est-ce qu'il y a des attentes explicites ou formulées en tant que telles par une partie des populations concernant cette éducation arabo-islamique? Alors, j'aimerais souligner que le fait que les attentes sont analysées en fonction des supports de l'EDUAI. Parce que suivant les écoles, le modèle éducatif ou l'institution éducative en question, ça peut être le foyer coranique, ou la MEDERSA ou les universités, les attentes ne sont pas les mêmes, en tout cas tel que ça ressort de nos investigations. Alors, principalement pour les écoles ou foyers coraniques, ce qui est recherché, c'est la maîtrise du Coran, c'est aussi des aspects éducatifs, voilà, liés à une socialisation de base, ou alors former aussi des gens dédiés à la vie symbolique comme les imams, des prédicateurs ou des maîtres coraniques. En tout cas, il y a un travail sur les valeurs pour ceux qui sont partisans de ce type de support éducatif. Dans les écoles franco-arabes et les institutions rénovées ou modernisées, les parents nous disent que leur souci, c'est que les enfants, bien sûr, acquièrent des connaissances religieuses de base, mais qu'ils soient aussi préparés à l'insertion professionnelle. Alors, dans les MEDERSA, bien sûr, on a cette demande en termes de connaissances religieuses, de sciences religieuses, la quête d'une certaine orthodoxie, mais aussi la pratique de la langue arabe et puis l'apprentissage de matières séculières pour pouvoir, bien sûr, aussi préparer l'insertion dans la vie professionnelle. Enfin, dans les universités et instituts, pour les étudiants que nous avons interrogés, bien sûr, il y a cette volonté qui est formulée d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences, mais aussi d'intégrer la catégorie des cadres à l'échelle des pays. Et cette demande aussi peut s'exprimer en termes spécifiques chez les filles et les femmes. Alors, c'est un des résultats majeurs de cette étude
c'est que nous avons constaté que l'éducation est très investie par les filles et que dans certains pays, comme le Niger, dans les écoles primaires franco-arabes, elles étaient largement majoritaires. Et que cette EDUI aussi est demandée par des femmes, souvent fonctionnaires d'ailleurs, ou alors qui sont investies dans le secteur privé, mais qui ont envie d'approfondir leurs connaissances religieuses. Cette demande, elle se matérialise aussi par l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat et la création d'écoles via des associations dédiées justement à la connaissance religieuse et l'implication dans les discussions au sujet des thématiques touchant les sociétés dans ces pays-là. Alors, j'ai parlé donc du paysage de l'EDUAI, de la façon dont la demande est explicitée. Maintenant, je vais parler un peu des politiques publiques, et notamment des tentatives de réforme qui ont ciblé cette éducation arabo-islamique. J'aimerais revenir un peu sur les facteurs internes au pays pour expliquer justement cet engouement, en tout cas, ou cette publicité autour des réformes. C'est qu'on a d'abord une demande d'éducation plus en phase avec les valeurs et les croyances mises en avant et revendiquées. Et il y a aussi l'émergence d'un marché éducatif. C'est que l'EDUAI, certes, répond peut-être à besoin d'une catégorie de la population en fonction de ses croyances, mais que c'est finalement devenu un marché qui permet aussi de gagner des profits à travers l'entrepreneuriat éducatif et qui est d'ailleurs principalement investi par des diplômés arabophones. J'en ai parlé dans un article en 2015. Alors, les facteurs externes, bien sûr, il y a le phénomène de la libéralisation, c'est un vent qui n'a pas aussi épargné les pays concernés, où il y a eu un encouragement, bien sûr, à libéraliser un certain nombre de secteurs, et notamment celui de l'éducation. Et donc aussi, il y a la politique de l'éducation pour tous, les OMD et les ODD, notamment à travers l'ODD 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, ces politiques aussi ont eu des effets sur cet engouement autour de l'éducation arabo-islamique et de sa prise en compte dans les espaces concernés. Alors, je vais vous donner deux exemples de réformes qui ont été entreprises dans deux pays, parce que le temps, malheureusement, ne nous permettrait pas de nous appesantir sur tous les cas. De toute manière, on pourrait, pour les personnes intéressées, se reporter aux rapports qui ont été publiés. Alors, je prends le cas du Burkina Faso. Voilà, en 1993, il y a un programme d'enseignement arabe et franco-arabe qui a été conçu et qui a permis de reconnaître deux types de médersa. Hein. Donc, ce qu'ils appellent au Burkina les médersa de type 1 ou arabe, donc, et les médersa de type 2 ou franco-arabe. Alors, quel est le contenu de ces programmes? Quel est le contenu de cette réforme? Alors, pour le type 2, c'est-à-dire la médersa franco-arabe, au primaire, les cours du CP1 au CM2, cours préparatoires, donc première année ou cours moyen des années, sont similaires à ceux de l'élémentaire public. Alors, quant aux langues de travail, le volume horaire est réparti comme suit. Alors, au CP1 et au CP2, le français, 17 heures sont consacrées au français et 13 heures à l'arabe. Alors, au C1, 18 heures, le français passe à 18 heures, l'arabe descend à 12 heures.
à partir du CE2, le français monte à 25 heures, l'arabe revient à 5 heures. Alors, il y a bien sûr cette politique, elle date un peu, et depuis 2015, il y a un programme d'appui aux écoles franco-arabes qui est mené et qui montre clairement que pour le Burkina, le modèle vers lequel il faut tendre, eh bien, c'est celui des écoles franco-arabes. D'ailleurs, cette idée d'aller un peu vers le modèle des franco-arabes. Il faut, au Burkina, comme dans beaucoup de pays, les réformes consistent essentiellement à un travail curriculaire en français et en mathématiques que les pouvoirs publics incitent les écoles, notamment coraniques, à introduire en leur sein. Voilà. Mais pour le Burkina, on voit très clairement que l'horizon des réformes, c'est celui de l'école franco-arabe. Alors, au Sénégal, deuxième exemple, second exemple même, puisqu'il n'y en a que deux dans le cadre de cette présentation, il y a une réforme qui a été introduite en 3 volets. D'abord, par le vote d'une loi, la loi 2004-37 du 15 décembre 2004, qui introduit l'enseignement religieux à l'école. Bien sûr, ça a suscité beaucoup de débats, notamment du point de vue de la... Et la deuxième composante de ces réformes, c'était la création d'écoles franco-arabes. Et puis, le troisième pilier de cette réforme, c'était la modernisation des écoles avec un curriculum défini pour 8 ans et qui est axé sur la mémorisation du Coran, parce que c'était une revendication essentielle, notamment des tenants de l'éducation coranique, des écoles coraniques, et puis l'apprentissage de la lecture et l'écriture en français et en arabe, et puis l'introduction du programme des classes de CE2, CM1 et CM2 avec la possibilité de continuer dans le franco-arabe ou le système classique. Alors, je donnais juste ces 2 exemples pour attirer l'attention sur un certain nombre de choses. C'est que, il y a un engouement des pouvoirs publics, engouement c'est peut-être le mot est fort, mais en tout cas, voilà, un intérêt affirmé des pouvoirs publics pour cette question de l'EDUAI. Et on voit que aussi que les réformes donc, qui sont introduites rencontrent un relatif succès, notamment quand on voit la multiplication des écoles modernisées ou en voie de modernisation ou rénovées, hein, c'est le vocabulaire est pluriel, et qu'elles ont surtout un certain succès dans les capitales auprès des classes moyennes aisées ou diplômées. Voilà, même si c'est un succès un peu relatif et qui demande encore à être finement mesuré, hein, parce que par ailleurs, on voit très bien qu'il y a aussi un intérêt pour le privé, par exemple catholique, sans pour autant qu'il y ait un enseignement, enfin, disons, musulman dans certains pays. Et donc, peut-être que là aussi, il faut bien serrer les raisons qui poussent les parents à les mettre dans tel type d'école plutôt qu'une autre. Alors, les réformes, si elles connaissent un relatif succès, elles font l'objet de critiques et de réserves. D'abord, sur la question de la qualité des enseignements et des apprentissages, parce qu'on voit bien que il y a un type d'école qui est favorisé, un type d'institution qui est davantage favorisé, c'est les écoles qui vont vers le cahier de charges qui essaient de définir les étapes
parce qu'à partir du moment où ces écoles sont choisies par les pouvoirs publics, elles bénéficient d'un accompagnement, de subventions et aussi de réseaux relationnels qui leur permettent d'entrer dans des circuits de financement à la fois nationaux ou étrangers. On pourra y revenir dans les débats. Et puis aussi du point de vue de la qualité du personnel, certaines écoles ont des enseignants qui ont été formés, qui ont passé des concours publics et donc qui sont mieux outillés pour dispenser justement cette éducation arabo-islamique. Alors, l'autre critique aussi qui est faite à ces réformes, c'est que elles tendent à faire accroître l'idée que c'est l'école franco-arabe, c'est le modèle du franco-arabe qui est valorisé. Or, le franco-arabe porte bien pour une bonne part de ces pays la marque des mouvements réformistes, parce que ce sont tous en réalité qui ont été les précurseurs, en tout cas les plus impliqués, du moins avant cette nouvelle génération de réformes des années 2000, pour ce qui est surtout des années 70-80, ce sont eux vraiment qui ont essayé de moderniser l'enseignement arabo-islamique en introduisant parfois la langue française et puis en faisant une publicité sur les possibilités que ça offrait non seulement de bénéficier d'apprentissage séculier, mais surtout de se préparer à l'insertion professionnelle. Alors, une des critiques qui est faite à ces réformes aussi, c'est le déséquilibre finalement au fil du cursus entre le français et l'arabe. Alors, pour les parents qui accordent une grande importance à la maîtrise de la langue arabe, ils voient que plus l'enfant avance dans le cycle, notamment d'études primaires, les heures consacrées à l'arabe, le volume horaire consacré à l'arabe diminue. On a vu au Burkina que presque à partir du CE2, on retombe à 5 heures pour les médersa de type 2, donc franco-arabe, alors que, par exemple, pour le français, on est à 25 heures alors que ça avait démarré à 17 heures. La question aussi des manuels, de leur disponibilité, c'est-à-dire qu'on a engagé des réformes sans travailler sur les manuels. Alors, je dois dire à la décharge des pouvoirs publics que depuis 2 ou 3 ans, justement, que des efforts sont faits en ce sens et que, justement, des manuels ont été soit finalisés, soit en cours de conception, ou en tout cas les curriculums en tout cas, sont déjà disponibles. Alors, l'autre critique qui est également formulée, c'est elle a trait à la place qui est censée être accordée aux religieux dans les évaluations. Alors, ce que dénoncent les parents, notamment dans des pays comme le Niger, c'est que finalement, on voit l'idée que on introduit l'enseignement religieux musulman dans les dispositifs de formation, mais on voit qu'il ne fait pas l'objet d'évaluation lors des examens nationaux et que ça posait la question justement de la valeur de cette formation, d'autant plus si elle n'est pas évaluée, si elle ne fait pas l'objet donc d'évaluation. Alors, pour dire aussi que une des réticences notées vis-à-vis de ces réformes engagées par les pouvoirs publics, c'est que le modèle coranique, à la fois dans sa version classique comme dans ses formats rénovés, il conserve une certaine popularité. La preuve, je vous ai parlé du cas du Sénégal tout à l'heure, il est quasiment difficile de réformer les daras. Le processus est amorcé depuis une vingtaine d'années. Un projet de loi a été conçu, adopté en Conseil des ministres, mais il n'a pas fait encore l'objet d'un vote par le Parlement parce que
il y a une pression des organisations, notamment de maîtres coraniques adossés à des confréries. Alors, tout ça pour dire qu'au final, il y a effectivement une offre de DUAI très présente, visible, et qui est très liée à des dynamiques profondes dans les sociétés. Et que elle suscite donc cette DUAI des débats forts dans l'espace public, et que cela se traduit finalement par un intérêt des pouvoirs publics, en tout cas obligés maintenant de prendre au sérieux la question, qui engage des réformes, mais ces réformes ne trouvent pas encore un grand succès auprès des populations justement demanderesses de cette éducation arabo-islamique. Donc, pour dire que les systèmes éducatifs sont à la croisée des chemins dans ces espaces, et qu'ils sont poussés par l'obligation de se réinventer, et notamment en tenant en compte des demandes variées, et puis elles font face justement à une offre éclatée, fragmentée, qu'il faudra justement retravailler dans l'optique des réformes qui seront également apportées à ces systèmes dans les prochaines années. Voilà un peu donc l'introduction que je voulais proposer à ces débats autour de quelques aspects des résultats. Ils sont vraiment très riches. On a eu l'occasion de faire des présentations antérieures avec nos amis de l'AFD, mais aujourd'hui, on a voulu faire le focus justement sur quelques aspects, notamment les réformes. Et voilà, c'était pour un peu lancer les débats. Et je remercie encore une fois l'Agence française de développement de nous donner l'occasion de partager des résultats de recherche, en espérant aussi que nos collègues des équipes pays nous ont rejoints et qu'ils pourraient éventuellement, eux qui ont été au cœur de cette recherche, participer également au débat. Et merci beaucoup, Linda. Je vous renvoie la parole et j'ai hâte d'entendre sur les aspects sur ces aspects-là, parce qu'il y a, j'ai vu défiler les nous connectés, et il y a pas mal de spécialistes de ces questions qui sont là, des questions éducatives, des questions religieuses. Merci. Merci beaucoup, Amidou, et c'est l'Agence française de développement qui vous remercie pour être venu encore une fois nous présenter les résultats de ces travaux qui sont très riches, effectivement, qui continuent à s'enrichir puisque, vous l'avez dit, vous poursuivez la réflexion, vous travaillez avec les équipes à des papiers de recherche, un ouvrage qui va sortir l'année prochaine. Donc, cette présentation d'aujourd'hui. Alors, d'abord, effectivement, je vois qu'il y a de très, très nombreuses questions, mais comme il était convenu, je m'arrange un peu ce privilège de commencer à converser avec Amidou. J'essaierai d'être vraiment rapide pour ensuite avoir le temps de relayer les questions et d'avoir un débat un petit peu plus large avec la salle, mais je commence. Alors, cette présentation était, que vous avez souhaité focaliser sur le sujet des réformes, aborder des sujets vraiment importants pour voilà, pour l'Agence française de développement, sans doute des sujets en tout cas qui devraient être au cœur des réflexions pour les décideurs, pour leurs partenaires au développement. Mais il y a aussi toute une série d'autres sujets intéressants, importants, qui ont été abordés dans les études. Donc, je voudrais revenir sur certains de ces points et puis élargir un petit peu le focus à d'autres questions. Alors, un premier sujet qui me paraissait, moi, très important,
C'était celui des inégalités ou plutôt du rôle de l'éducation arabo-islamique dans la réduction des inégalités. Alors, vous l'avez dit, l'offre d'éducation arabo-islamique permet d'améliorer l'accès des enfants à l'éducation. Il y a une proportion importante et même croissante des enfants qui sont scolarisés. D'ailleurs, les statistiques sous-estiment sans doute cette proportion parce que les établissements les plus informels leur échappent, hein, de fait. Et puis, vous avez également montré à quel point cette offre éducative est hétérogène en termes de typologie, de contenu, de conditions d'enseignement et en fin de compte en termes de qualité. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est l'hétérogénéité en termes de géographie, puisque les établissements formels, qu'ils soient publics ou privés, se concentrent essentiellement dans les grandes villes, tandis qu'en milieu rural, on retrouve encore et surtout les écoles et les foyers coraniques traditionnels. Et de surcroît, la demande même d'éducation confessionnelle n'est pas la même en fonction que les familles résident en milieu urbain ou en milieu rural et en fonction de la catégorie socio-professionnelle. De fait, ce qu'on voit, ce que les études montrent, c'est que pour les enfants des centres urbains et pour les enfants issus des milieux favorisés, l'éducation arabo-islamique est généralement complémentaire, pour le dire un peu rapidement, de l'éducation classique. En fait, l'enfant fréquente l'école laïque, en général l'école publique, pendant la journée ou la semaine, il acquiert des savoirs séculiers, et puis il va à l'école coranique après les cours et les jours festifs. Et les choses sont assez différentes pour les enfants issus des milieux moins favorisés, pour les enfants qui résident dans les périphéries, en milieu rural, où cette éducation confessionnelle vient plutôt se substituer à l'enseignement classique, soit parce qu'il s'agit d'une offre de proximité, d'une offre qui a la faveur des familles, soit aussi parce que c'est parfois la seule offre disponible, comme c'est le cas dans certaines régions enclavées, dans les régions en crise. D'ailleurs, vous l'avez dit, les écoles modernisées, de fait, on les retrouve plutôt dans les grandes villes. Et ce double constat montre que les effets de l'éducation arabo-islamique peuvent être ambivalents. En fait, d'une part, il y a une amélioration de l'accès des enfants à l'éducation, mais d'autre part, elle risque aussi de cristalliser des inégalités de départ, qu'il s'agisse d'inégalités sociales ou d'inégalités spatiales. Donc, dans le prolongement de votre présentation, je souhaiterais vous poser la question des mesures adoptées non seulement pour favoriser l'accès le plus large possible à une éducation de qualité, mais surtout pour éviter, ou du moins pour limiter, la reproduction, le creusement de ces inégalités. D'accord. Comment on procède? Je prends. Alors, je vous laisse. C'est une conversation, donc je vous laisse répondre et puis. D'accord. Et on reprend après, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, cette question du rôle que pourrait jouer l'EDUAI dans la réduction, l'atténuation, voire l'amplification des inégalités, elle est très importante. De toute façon, quel que soit dans ces espaces-là le secteur considéré, le sous-secteur considéré, on retombe sur la question des inégalités parce qu'elles sont criardes, elles sont très présentes, elles sont massives. Alors, c'est sûr que l'EDUAI, dans une certaine mesure, contribue à atténuer les inégalités parce qu'elle permet à des publics qui n'ont pas accès à l'école de s'instruire. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la plupart de ces pays, il y a l'obligation scolaire qui a été votée, mais les États n'ont pas les moyens de leur politique. Le cadre est posé, on dit les enfants de 6 à 16 ans doivent aller à l'école, mais c'était l'objet de notre étude de 2015 que j'ai citée à l'entame de cette conférence, de cette conversation, c'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux, justement, n'est pas à l'école, enfin, là où ils sont attendus, à l'institution scolaire.
Ben, c'est parce que, pour une part, ils sont dans d'autres structures d'éducation et ça permet après d'avoir accès à une certaine instruction. Mais une fois qu'on a dit que ça permet à certains publics d'accéder à une forme d'instruction, à une forme d'éducation, ben, il faut aller plus loin. Est-ce que après, pour des questionnements tout à fait compréhensibles liés à l'intégration professionnelle, à la reconnaissance sociale, est-ce que justement ces structures-là sont bien outillées pour répondre à ce type de préoccupation? Et pour une bonne part, non, parce que non seulement on peut dire que l'offre d'éducation elle a parfois des finalités précises. Hein. J'ai parlé dans une certaine mesure pour les écoles coraniques, notamment classiques, dans les périphéries des grandes villes, dans les régions intérieures, c'est la mémorisation du Coran et puis l'inculcation d'un certain nombre de valeurs attendues de ce qu'on pourrait considérer, entre guillemets, un bon croyant du point de vue musulman. Et puis, on se rend compte, est-ce que ce type d'éducation peut, bien, dans une certaine manière, connaître, enfin, on peut satisfaire à cet objectif-là, de mémorisation du Coran, d'inculcation d'un certain nombre de valeurs, mais se retrouver face à une impasse en termes d'insertion professionnelle et de reconnaissance sociale, parce que ce ne sont pas tous les enfants qui font les écoles coraniques, qui mémorisent le Coran, qui bénéficient d'une certaine reconnaissance de la société. Là aussi, il y a des inégalités en termes de reconnaissance symbolique. Hein. On le voit bien dans les espaces, il n'est pas marabout reconnu avec une influence sur des milliers de personnes et parfois capable de dialoguer et d'imposer un certain nombre de choses à des pouvoirs publics. Voilà que la plupart du temps, la majeure partie se retrouve dans des situations de marginalité économique et parfois sociale. Donc, l'EDUAI, comme vous le dites, a des effets ambivalents. Alors, pour les mesures qui permettraient de favoriser l'accès à une éducation de qualité, moi, je pense que tel que nous l'avons vu dans tous ces pays, ce qui manque, c'est le courage de la réforme. Les problèmes, les difficultés sont bien identifiés. Il y a une réflexion vraiment en cours. D'ailleurs, à propos de laquelle une catégorie d'acteurs développe des points de vue parfois antagoniques, contraires, mais quand même, voilà, il y a une riche réflexion qui est là. Mais on sait qu'on est dans des États à faible légitimité sociale et donc qui peuvent, pour des considérations électoralistes qu'on peut comprendre hein, parfois et de stabilité, essayer de mettre la sourdine. On l'a vu au Sénégal, le projet il a été adopté, mais pas du tout voté encore à l'Assemblée nationale. Donc, il manque un courage de réforme et je pense que c'est la seule alternative. Sauf que il ne faut pas oublier aussi que les tenants de l'EDUAI ont leur avis sur ce que les partenaires, les promoteurs en tout cas, et les gens qui sont identifiés comme étant ces défenseurs, ils ont aussi leur avis sur ce que doivent être les réformes. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils sont en train de les mettre en œuvre. Je donne deux exemples. Vous allez au Niger, vous avez le mouvement Izala. C'est un mouvement très fort qui s'auto-entretient et qui a créé son réseau d'écoles et qui attire beaucoup de monde au Niger. Vous allez au Sénégal, vous avez le réseau Al-Azhar qui est fondé par un des dignitaires de la confrérie mouride du Sénégal et qui est aussi un réseau qui a un certain succès au niveau primaire, secondaire et maintenant qui essaie de jouer justement sur cette question
de la préoccupation de l'insertion professionnelle en créant des universités ou alors, et dans ces universités, des filières vraiment professionnalisantes dans des domaines comme la médecine, la mécanique, etc. Donc, eux-mêmes, ils ont leur idée de ce que doivent être les réformes. Et je pense que les pouvoirs publics gagneraient beaucoup dans ces espaces à s'appuyer sur ces acteurs qui, au fond, ont parfois je vous dis que les points de vue ne sont pas très différents entre, en tout cas, ce type d'acteurs qui commencent à être identifiés et qui sont des tenants de l'EDAI et qui donnent une certaine forme de modernisation donc, à ce type d'offre, et puis les pouvoirs publics. Maintenant, il faut vraiment plus de courage. Bien entendu, moi, je parle à partir de mon bureau, c'est plus facile, mais je pense qu'à un moment donné, pour réformer, il faut du courage aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant parce que, voilà, en fait, on se dit que les choses sont assez, voilà, qu'il y a un clivage en fait entre les établissements modernes, les établissements traditionnels, etc. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et sur cette question qui est vraiment une des grande préoccupation des États sahéliens notamment, qui est la question de l'emploi. On n'arrive pas aujourd'hui à trouver véritablement une réponse. Vous l'avez dit, les établissements non formels, les écoles coraniques traditionnelles n'enseignent pas aux enfants des savoirs qui sont valorisables sur le marché du travail. Parfois, voilà, ils laissent les enfants en situation de marginalité. On pourrait se dire que s'il continue à avoir un fort engouement pour ces écoles coraniques, c'est parce que le fait de passer par l'école coranique confère un prestige social, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça n'est pas toujours le cas. Et la question serait plutôt celle de trouver des réformes qui soient à la fois voilà, efficaces en termes d'insertion professionnelle, mais aussi acceptables d'un point de vue social, parce que d'autre part, il y a une demande sociale qui continue à être bien présente, bien pressante pour ces types d'écoles, ce type d'école. Voilà, donc c'est vraiment un sujet intéressant. En fait, je ne sais pas si on a le temps pour élaborer sur ce sujet-là, mais la question qui se poserait, c'est plutôt de savoir quelles réformes favorisent à la fois l'insertion professionnelle et puis seraient les mieux à même d'être acceptées par les populations. Je ne sais pas si on pourra avoir le temps d'y revenir, mais pour l'instant, il y avait une autre question aussi que je voulais vous poser, toujours un lien avec ce sujet des inégalités, et notamment des inégalités de genre hein, que vous avez abordé tout à l'heure. Vous avez dit que l'éducation arabo-islamique se modernise, qu'elle s'ouvre davantage aux filles et aux femmes, que les effectifs de filles maintenant dépassent dans certains cas, dans certains pays, les effectifs de garçons. Par contre, on voit aussi dans les études que si les familles préfèrent scolariser les filles dans l'éducation arabo-islamique, c'est parfois parce qu'ils considèrent que pour une femme, il est plus important quelque part d'apprendre des valeurs morales que d'apprendre un métier. Et en fin de compte, on peut se poser la question de l'effet de cette présence croissante de filles dans l'éducation arabo-islamique. Est-ce qu'elle contribue réellement à l'émancipation des filles, voire à une certaine forme de mixité, ou est-ce qu'on est là aussi dans un système qui est un peu à deux vitesses? Et en plus de cette question, voilà, je souhaitais aborder rapidement un autre sujet qui est celui de l'implication des femmes, cette fois-ci, dans l'éducation arabo-islamique, pas tant comme apprenante, mais comme enseignante. On voit que dans certains pays, c'est le cas notamment au Niger,
Les femmes sont de plus en plus présentes en tant qu'enseignantes, en tant qu'encadrantes, en tant qu'entrepreneurs scolaires, en tant qu'animatrices d'émissions religieuses. Voilà. Comment est-ce qu'on peut lire ce phénomène? Quel est, à votre avis, son impact sociétal, notamment quel est son impact en termes de valeurs diffusées et de modèles féminins qui sont aujourd'hui proposés aux jeunes filles? Est-ce qu'on note une évolution sur ces sujets-là? Merci beaucoup. Effectivement, un des résultats forts de cette recherche, c'est de mettre en évidence l'implication de plus en plus croissante des filles dans l'EDUAI. On l'a vu au Niger, on l'a constaté au Tchad et dans une moindre mesure dans certaines villes du Sénégal, pour rester à ces exemples-là. C'est un phénomène que les parents expliquent pour une certaine part, d'abord une volonté de donner de vraies connaissances religieuses à leurs enfants, comme les garçons, au même titre que les garçons. C'est aussi bien la fille que le garçon doit connaître sa religion. Ça, c'est un aspect. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, disent les parents, ça permet effectivement, dans la vie ultérieure, par exemple en tant que mariée, femme mariée ou mère, maman, de pouvoir jouer le rôle comme c'est compris par, en tout cas tel que c'est traduit dans la compréhension de certaines personnes de ce que disent les textes religieux. Et ça c'est un aspect. Et puis l'autre aspect aussi, ça permet, disent les parents, qu'elles se fassent elles-mêmes leur propre opinion, qu'elles fabriquent leur propre opinion sur le religieux, sur ce qu'est la religion, sur ce qu'est les règles religieuses, qu'elles soient capables de les interpréter et puis de les mettre en œuvre ou de les opposer quand elles sont dans des situations d'iniquité dans leurs relations intrafamiliales ou dans leur vie conjugale de manière générale. Bon, ça c'est le premier aspect. Est-ce que maintenant ça conduit à l'émancipation? En tout cas, une forme d'émancipation est pensée dans ce type d'instruction en termes de savoir, voilà, de savoir et de la façon de les utiliser dans sa vie de tous les jours. Alors, l'autre chose maintenant, l'autre aspect que vous abordiez, c'est celui de l'implication des femmes comme enseignantes, etc., et comme aussi entrepreneuses et éducatives. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur l'émancipation et la diffusion de certains modèles féminins, comme par exemple figure de la réussite ou figure symbolique religieuse. Ce qui est notable, c'est que moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, c'est que un, c'est le fait associatif. On a un certain nombre de femmes qui se regroupent, pas forcément des femmes qu'on croirait dominées ou pas au fait d'un certain nombre de questionnements, mais non, mais c'est souvent des femmes instruites, fonctionnaires, on l'a vu au Niger, et qui s'organisent et qui se cotisent et qui financent justement des maîtres ou des maîtresses coraniques pour apprendre des rudiments enfin, apprendre pour avoir une certaine éducation religieuse. Et donc, il y a vraiment une auto-organisation sur ce plan-là. Et donc, quelque chose d'assez affirmé, qu'on peut dire qui relève de l'ordre de l'agencéité, si on peut dire, des femmes sur cet aspect-là. Alors, l'autre dimension par rapport à cette question, c'est effectivement, on a
des femmes qui créent des associations, des femmes qui entreprennent, qui créent même des écoles, et des femmes aussi qui sont investies dans ce type d'éducation jusqu'au plus haut niveau de gradation et qui sont reconnues comme telles, quasiment comme pères, ou pères même. J'entends du point de vue des connaissances hein, par les hommes qui sont reconnus aussi comme des voix autorisées dans le PAI. Et c'est des femmes bien, qui sont reconnues comme telles dans les espaces publics. Hein. On les voit à la radio, on les voit à la télé, on les entend à la radio. Elles ont une importance symbolique dans les pays où elles sont. On a une figure emblématique de ce point de vue-là au Sénégal qui est décédée très récemment, Madame Sada Maria Manias, personne ne songeait à contester sa légitimité du point de vue de sa connaissance religieuse et de son rôle symbolique dans la société. On a vu des figures aussi comme se multiplier de ce type, mais se multiplier au Niger. Alors, ce que ça crée, c'est que quand même enrichit un certain point de vue, ça apporte une certaine un point de vue sur justement ce que doivent être les rapports justement entre hommes et femmes du point de vue religieux et pas forcément du point de vue d'une interprétation strictement, qu'on pourrait qualifier de strictement masculine des textes ou des connaissances religieuses. Et effectivement, il y a de ce point de vue-là une poussée, en tout cas qu'on peut qualifier d'émancipatrice côté femme. Mais je pense que ce phénomène, même s'il a été nouveau, nous, c'est vraiment un des aspects sur lesquels nous nous sommes longuement attardés. Ça reste quand même encore aussi des phénomènes très, très urbains. Hein. Ça reste des phénomènes très urbains, notamment dans les capitales et certaines villes secondaires, alors que dans les milieux ruraux, le niveau d'instruction est un peu minimal. Les garçons ont plus de possibilités de poursuivre longuement leurs études. Voilà ce que je pouvais a priori répondre à cette interrogation. Merci, c'est très clair, je remercie beaucoup. Alors, moi j'aurais une dernière question, mais je ne souhaite pas prendre trop de temps parce qu'il y a de nombreuses questions dans le fil, donc peut-être je vais vous la poser si vous pouviez tenter d'y répondre vraiment à 2-3 minutes avant de passer aux questions dans le fil de discussion. Alors, la question que je me posais était celle des financements, enfin, plutôt la question que je souhaite vous poser, parce que je sais que ce sujet a été traité dans les rapports, dans le papier de recherche, et c'était pourtant un point difficile à aborder vu le manque de données sur les flux financiers. Donc, les études montrent que les financements pour l'éducation arabo-islamique restent très majoritairement privés. Et alors, c'est vrai pour les écoles et les foyers coraniques qui sont généralement financés par le maître coranique avec l'appui d'une communauté des familles, des confréries. Mais c'est vrai aussi pour l'offre formelle qui bénéficie généralement de très peu de financement des États. Et on voit aussi qu'une part importante des financements sont d'origine internationale. Ils proviennent soit des agences d'aide bilatérales ou multilatérales, soit des ONG internationales, soit, et surtout d'ailleurs, des bailleurs publics ou privés des pays arabes ou des pays du Maghreb. Et ces derniers bailleurs financent de multiples choses, des bourses d'études, la formation d'enseignants. Il peut financer aussi la construction d'écoles et même la construction d'universités. Par ce biais-là, il contribue aussi assez largement à la diffusion de modèles éducatifs qu'on pourrait qualifier d'importés. Vous avez mentionné par exemple le mouvement Izala au Niger. Or, de fait, on voit que
cette difficulté des États sahéliens à financer un pan important de l'éducation se traduit par une difficulté aussi à exercer un contrôle sur l'offre éducative, que ce soit sur le profil des formateurs, sur les pratiques d'encadrement, sur l'implantation géographique dont on a parlé tout à l'heure, ou même vraiment sur les questions de projets éducatifs. Alors, comment est-ce que les États peuvent concilier ces enjeux de légitimité avec des besoins de financement pour le secteur de l'éducation qui restent malgré tout très importants et qui font en fait que ces financements internationaux sont de fait les bienvenus, pour autant qu'on puisse un peu exercer une sorte de supervision. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre en 2 minutes à cette question. D'accord. Non, non, c'est une question. C'est une question cruciale, très, très, très fondamentale, celle du financement, parce que on a des États qui n'ont pas toute l'assise qui leur permettent de financer l'éducation au sein de leur territoire, et donc ils sont obligés de recourir à des financements externes. Alors, ce qui amoindrit la marge de manœuvre par rapport à la maîtrise à la fois des modèles éducatifs, de leur contenu et de leur durabilité. Ça, c'est un fait. L'autre aspect, c'est qu'on a des offres qui ont été longtemps, donc notamment cette offre DBI, qui a été longtemps laissée à la marge, parfois invisibilisée, et qui n'a pas fait l'objet d'une attention qu'elle mériterait du point de vue des pouvoirs publics. Alors, ce qui a bien sûr occasionné bien sûr l'arrivée d'autres acteurs, à la fois nationaux ou internationaux, privés, publics, et la nature est en horreur du vide, qui ont pris contact avec des segments de CTDAI qui les ont portés, qui les ont financés, qui les ont renforcés et qui leur ont donné une certaine assise dans les pays. On voit dans certaines banlieues des capitales, que ce soit à Dakar, que ce soit à Niamey, à Bamako, et parfois même au-delà de ces banlieues, dans les régions intérieures, et qui font que, justement, une bonne partie, à la fois des écoles, des enseignements et de leur contenu a échappé aux États. Mais pendant longtemps, ils n'ont pas pu vraiment réagir parce que, justement, il y avait un problème de légitimité qui se faisait. On sentait que il y avait une dynamique qui était là et qui était portée, c'est vrai, par des acteurs extérieurs, mais aussi qui répondait en partie à une demande interne que l'État ne pouvait pas satisfaire ou accompagner ou n'avait pas les moyens d'accompagner. Donc, ça a fini par créer des situations qu'on redoublait aussi parfois une façon de conduire la diplomatie et les relations internationales vis-à-vis des acteurs, notamment étatiques, internationaux, et qui n'a pas souvent obéi à une ligne, disons, doctrinale forte que l'on pourrait étudier, discuter, partager aussi dans ces espaces-là. Ça a varié au gré des intérêts et des relations des régimes qui se succédaient, et ça a créé des situations très complexes, et comme on le voit en partie au Mali, qui est une situation beaucoup plus complexe dans certaines zones, au Sénégal, au Mali, au Tchad,
aussi. Donc, on voit bien que une des lignes de conduite, enfin, des horizons en tout cas qui se dessinent pour les États, s'ils sont portés par cette fibre réformatrice, en tout cas, ou cette volonté d'affirmer leur hégémonie sur l'éducation ou les éducations qui se déploient à l'échelle de leur territoire, c'est de s'intéresser à cette question des financements et aussi à la question à la façon dont ces financements conditionnent d'une certaine manière à la fois les contenus et les enseignements qui sont dispensés dans un certain type d'offres. Il est vrai que, par exemple, certains pays, quand ils débloquent des moyens, ce n'est pas tous les acteurs de l'EDUCAI qui peuvent y avoir accès. C'est un certain type d'acteurs de l'EDUCAI parce que c'est bien ciblé. On le voit dans les dons faits par exemple, l'Arabie Saoudite. Voilà, on voit très bien que les bourses, parfois, arrivent directement à certaines écoles qui sont bien identifiées dans les pays. C'est le cas de l'Iran, c'est le cas de pays comme le Maroc aussi. Voilà, donc ça, il y a un jeu d'acteurs à la fois interne et externe, assez confus, assez compliqué, auquel justement les États aussi doivent s'intéresser dans la perspective d'une gouvernance beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus volontariste de l'éducation de manière générale. Merci beaucoup, Hamidou. Alors, je propose qu'on passe, puisqu'il y a beaucoup de questions dans le fil, je propose qu'on passe aux questions-réponses avec la salle, si vous voulez bien. Et alors, je vais sélectionner en priorité les questions qui ont le plus de votes. Il y en a certaines auxquelles vous avez sans doute déjà répondu en partie. Il y en a une notamment, je pense, à laquelle vous avez déjà apporté en grande partie une réponse, c'est celle qui a eu le plus de votes. Pourriez-vous revenir sur la question de l'insertion des filles dans ces écoles et institutions? Vous dites qu'ils sont majoritaires au Niger. Comment expliquez-vous cela? Par ailleurs, vous parlez d'écoles modernisées. Qu'entendez-vous par cela? Je pense en fait, oui, voilà, vous avez déjà un peu donné des éléments, peut-être simplement revenir sur le concept, enfin sur ce qu'on entend par école modernisée, parce que ça a été dit dans le chat aussi, mais c'est pas forcément extrêmement clair pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on a vu dans les pays, c'est que depuis un certain nombre d'années, notamment depuis des années 2000, un certain nombre d'initiatives sont prises par les pouvoirs publics en vue justement soit de réguler, soit de réformer l'éducation arabo-islamique, notamment certaines de ses composantes comme les écoles coraniques. Alors, c'est à ce moment-là qu'un travail a été fait sur le vocabulaire, qui reste encore discutable et discuté, mais dans tous les cas, voilà, on a essayé de donner, de conceptualiser ces initiatives-là à travers des formules de ce type, comme par exemple les écoles, les daras en voie de modernisation ou modernisées au Sénégal. Ça veut dire qu'on s'appuie sur une institution classique qui dispense l'enseignement du Coran, tel que ça se fait vraiment de façon ordinaire dans les espaces, mais bien sûr avec un certain nombre de dispositifs supplémentaires, par exemple l'introduction d'enseignements séculiers comme les mathématiques, le français, et puis des composantes parfois formation professionnelle. C'est ça que, de manière générale, les gens appellent moderniser. Mais pas simplement du fait des pouvoirs publics. Dans certains pays, c'est d'autres acteurs, comme j'ai parlé du mouvement Izala au Niger, qui lui-même trouve ses origines dans des mouvements venus du Nigeria.
et qui aussi, justement, pensait que la façon dont le Coran était enseigné dans ce qu'on a appelé le foyer ou les écoles ne correspondait plus au temps où ne répondait pas vraiment aux normes, entre guillemets, attendues d'une éducation religieuse. Et donc, c'est ce travail sur cette offre-là, bien sûr, à travers les infrastructures, à travers les contenus, à travers les manuels, les infrastructures, la formation, les relations avec les bailleurs nationaux et étrangers, que les gens ont essayé de subsumer toutes ces dynamiques-là sous le concept de modernité, école moderne ou rénovée. Voilà. Mais justement, ça a fait l'objet de débats. Parfois, ça a suscité la méfiance des concernés qui suspectaient une certaine volonté de faire disparaître l'enseignement du Coran. Mais toujours est-il que ça fait débat. Dans tous les cas, la plupart des acteurs sont d'accord sur le fait de réformer, mais réformer comment, quoi et à quel rythme, c'est là où il y a des débats. Merci beaucoup. Alors, une autre question que je vois dans le fil, et je me permets de dévoiler le nom de la personne qui l'a posé, parce qu'il s'agit de Jean-Alain Gaudiaby, avec qui vous avez, entre autres choses, mené une étude sur les universités privées au Sénégal, et qui pose la question extrêmement intéressante de voilà, du rôle d'un enseignement franco-arabe dans le processus de privatisation de l'éducation. Est-ce que le franco-arabe renforce ce processus de privatisation qu'on peut voir à l'œuvre, effectivement? Oui, bonjour Jean-Alain. Merci beaucoup. Je suis content que tu nous rejoignes. Et merci aussi pour ta question. Bon, il a réponse hein, parce qu'il connaît autant que moi ces questions-là. Il est sur le terrain. Et bien évidemment, c'est ce à quoi je faisais allusion dans la présentation quand je disais que c'était aussi c'était aussi un marché éducatif. On a pendant longtemps des gens qui ont été formés dans les écoles coraniques, puis dans les écoles arabes, et qui ont fait soit l'enseignement supérieur à l'étranger ou dans des pays comme l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite, ou qui sont restés au pays et qui sont retrouvés justement devant l'équation de l'employabilité. À partir du moment où les mouvements réformistes avaient commencé d'initier un certain nombre de choses, notamment par la création d'écoles franco-arabes qui n'étaient pas encore, qui ne répondaient pas encore aux standards des écoles franco-arabes actuelles, en tout cas celles qui ont pignon sur rue. Ça a donné des idées à certains. On se dit, ben, voilà un moyen de s'occuper. Au fond, là, pour le dire très clairement les choses, c'est qu'il y a une demande sociale qui était là, qui a rencontré, bien sûr, une sorte d'entrepreneuriat qui permettait à certains des arabophones, notamment, qui ne pouvaient pas s'employer dans le public, ou parfois même avaient du mal dans certains secteurs du privé, qui ont trouvé là un créneau pour se valoriser et valoriser leurs compétences à la fois symboliques et religieuse. Donc, effectivement, c'est le franco-arabe qui est le modèle vers lequel tendent tous les réformes. C'est la thèse que j'ai essayé d'asseoir là au regard des résultats que nous avons eus. Effectivement, le franco-arabe, il renforce le privé. Il renforce le privé. Et d'ailleurs, il renforce tellement le privé qu'il génère parfois des inégalités que les pouvoirs publics, justement, dans les réformes qu'ils essaient de promouvoir, une composante essentielle, c'est la création d'écoles franco-arabes, parce qu'ils voient bien que une partie des populations n'a pas accès à ces écoles franco-arabes privées
qui sont payantes et qui peuvent être parfois très, très chères parce que maintenant, ils proposent des internats, il y a des formations, il y a des séjours parfois à l'étranger, donc ça devient beaucoup plus exigeant d'un point de vue économique. Et donc, les États y répondent aussi en créant des collèges, des écoles primaires et des lycées franco-arabes. Et maintenant, il y a même dans certains pays des projets de création d'universités franco-arabes. Au Niger, ils ont enjambé le pas depuis longtemps. Ils ont franchi le pas depuis longtemps, je voulais dire. Et, dans des pays comme le Mali aussi, Mauritanie n'en parlons même pas. Et voilà. Donc, c'est dire qu'effectivement, le franco-arabe participe du renforcement du privé. Et cela se voit nettement dans des pays comme le Sénégal, le Burkina, le Niger. Et que justement, les pouvoirs publics ont compris aussi ça, parce qu'il y a vraiment une composante de plus en plus forte quand on regarde les rapports de performance des systèmes éducatifs, un volet très important consacré à la création d'écoles primaires, de collèges et de lycées franco-arabes. Et je remercie encore une fois Jean-Alain pour sa question. Merci beaucoup, effectivement, Jean-Alain, et merci Amidou pour votre réponse. Une autre question qu'on a dans le chat qui a été largement plébiscitée et qui a un lien avec ce sujet des financements. Mais pour un autre type d'école, parce que je comprends qu'on fait référence plutôt à l'école coranique, bon, je pose la question. Avez-vous considéré le modèle économique de ces écoles dans votre typologie et comment sont financées ces écoles et quelle contribution monétaire un travail des apprenants? Donc, je suppose que sur cette deuxième partie de la question, on fait référence davantage aux écoles coraniques traditionnelles, dont on disait très rapidement tout à l'heure qu'effectivement sont principalement financées par les maîtres coraniques, mais avec des contributions aussi des parties prenantes à l'école. Mais je pense que vous voudrez apporter peut-être quelques éléments de précision là-dessus. Et merci beaucoup pour cette question aussi qui est très importante. Et effectivement, on a apporté des éléments de réponse tout à l'heure lors de nos échanges. Alors, il faut toujours considérer en fonction du modèle et même du modèle du support éducatif. Et à l'intérieur même de ces supports éducatifs, il faut aussi voir qu'il y a des variantes. Je m'explique. Les écoles coraniques, pour une part, situées dans les régions de l'intérieur et dans les périphéries des villes, sont financées en partie par les communautés, ça c'est vrai, villageoises, religieuses, je veux dire confréries, confessionnelles, voilà, suivant l'ancrage confrérique ou pas, mais en tout cas par les communautés, à travers soit des subventions, soit une prise en charge d'un certain nombre d'aspects, soit les infrastructures, les manuels, la santé parfois, ou l'hébergement, parfois l'hébergement. Alors, ça, c'est un aspect, et sans oublier aussi le fait, parce qu'il faut continuer de parler, que pour certains, dans certaines de ces écoles, les enfants il leur est demandé d'aller manger, d'aller de chercher de l'argent ou pour les familles, ou dans la rue, dans les places publiques, de l'argent. C'est aussi une forme de financement et qu'il ne faut pas occulter. On sait même qu'il y a des maîtres qui en vivent, des maîtres coraniques qui vivent exclusivement de cette mendicité des enfants, mais ça, c'est encore plus dans les villes du manière générale. Bon, attention, je ne suis pas en train de généraliser, de dire que tout le monde fait pareil, mais en tout cas, c'est des choses qui sont observables dans les pays que nous avons étudiés. Alors, maintenant, quand on va vers les médersa, ou écoles arabes, ou écoles franco-arabes, ou les universités, là, les financements peuvent être aussi variés. Hein. Ça peut être justement des organisations religieuses comme les confréries,
des promoteurs privés ou des mécènes. Parfois, il y a des mécènes qui financent, hein, soit des anciens de ces écoles-là ou des personnes qui ont réussi dans la vie économique des pays et hommes d'affaires ou femmes d'affaires et qui financent ce type d'école. On peut aussi voir que certaines d'entre elles sont financées par des ONG nationales ou internationales ou par des États étrangers. Ça aussi, ça a été largement documenté par des équipes pays. Bien entendu, elles peuvent être financées aussi par les États, mais à la condition de répondre à un certain nombre de cahiers de charges officiels. Parce que bon, il y a ce qui se dit officiellement, il y a ce qui se fait en pratique. En tout cas, il est dit que si vous répondez à un certain nombre de critères, vous avez accès à des subventions de l'État. Si vous vous conformez à certains standards proposés par les États, vous avez droit à des subventions. Mais ce qui reste constant, c'est que le financement est très varié. Il peut venir des populations, il peut venir des pouvoirs publics, il peut venir des organismes internationaux, il peut venir aussi de promoteurs privés avec justement des intentions très diverses. Hein. Ça peut être des gens qui le font par croyance, conviction religieuse, d'autres par philanthropie, d'autres motivations aussi politiques ou des motivations qui se superposent. Et dans tous les cas, ces cas de figure ont été documentés dans les recherches. Mais c'est une question encore très intéressante qui reste à creuser. Merci beaucoup. Alors, il est déjà 15h34, mais on a un certain nombre de questions. Donc, si vous acceptez de rester encore un petit peu, Amidou et le public, je vois qu'il y a encore 69 personnes connectées. Donc, je propose d'aborder encore au moins une dernière question. Enfin, une double question, en fait, c'est de savoir, d'une part, quelle est la tutelle des écoles coraniques? Est-ce qu'elle varie beaucoup dans les pays en question? Et est-ce qu'il y a des initiatives d'intégration dans le système éducatif existant? Mais vous avez déjà, je pense, répondu à la deuxième partie de cette question. Et puis, en lien avec ce premier point, quels sont les mécanismes de contrôle, d'évaluation, voire d'agrément des États pour ce type d'éducation? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, la composante de l'EDIAU, indépendamment des questions politiques et géostratégiques qui posent le plus de problèmes à ces États, c'est vraiment les écoles coraniques, que ça soit formulé explicitement dans ces termes-là ou pas. Parce que c'est là aussi où il y a le focus des bailleurs de fonds ou de certains organismes de protection des droits de l'enfant qui accordent un intérêt certain à ce type d'école-là. Alors, ces écoles-là, souvent, sont soit sous la tutelle exclusive des communautés ou des organisations confrériques ou parfois de tiers. Mais certaines d'entre elles dépendent des ministères de l'Éducation nationale, mais elles sont minimes, les écoles coraniques qui dépendent des ministères de l'Éducation nationale, qui font l'objet de leur reconnaissance. Elles sont triées sur le volet parce qu'il y a un cahier de charges précis, en tout cas pour tous les pays qu'on a étudiés, mais il va sans dire que à côté de ce qui est affiché, il y a des logiques sociales, des logiques politiques et symboliques qui jouent, qui font que forcément, ce n'est pas des écoles qui remplissent totalement les critères qui sont éligibles aux subventions de l'État, qui sont reconnues par l'État. Ça dépend aussi de la capacité de négociation des promoteurs et des acteurs de ces écoles coraniques.
qui peuvent être très puissants selon les pays. Donc, très variable. Tutelle de l'éducation nationale encore minimale, pour dire les choses telles quelles, et puis encore fortement sous le couvert des communautés et des organisations religieuses, notamment confrériques. Merci beaucoup. Alors, il est 15h38, donc je pense qu'il est l'heure maintenant de se quitter. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu le temps de traiter toutes les questions dans le chat, mais elles étaient vraiment très nombreuses. On est loin d'avoir épuisé ce sujet qui est vraiment très vaste, mais j'espère qu'on va poursuivre. Et puis il y a toute une série de travaux, enfin de papiers de recherche, comme je le disais, comme Hamidou le disait, à venir pendant l'automne, un projet d'ouvrage en 2023. Donc je pense que d'une manière générale, les équipes de recherche vont continuer à travailler sur ce sujet. Elles vont poursuivre avec cette dynamique et j'espère qu'on pourra rester d'une manière ou de l'autre en contact. Moi, j'étais ravie de cette forte participation, forte et très active pour ce webinaire d'aujourd'hui. C'est vraiment un prolongement de toute la dynamique qu'il y a eu autour du projet parce que Hamidou le disait tout à l'heure, on a eu toute une série d'événements dans les 6 pays de l'étude. Ces événements, à leur tour, un fort écho puisque les chercheurs n'ont pas arrêté d'être invités à participer à d'autres événements et ainsi de suite. Ça a vraiment fait boule de neige. Donc, moi, je suis vraiment ravie d'avoir pu prolonger cette conversation et l'élargir aujourd'hui grâce au distanciel. Et voilà, encore merci. J'espère que tout cet intérêt autour de cette étude restera très vivant. Voilà, je vous remercie. Merci Hamidou, merci à toutes et à tous. Et merci à vous. Vous dire au revoir. Merci à vous et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé aussi au webinaire à travers les questions. Merci. Merci.